Luc, la liberté, est-ce que les États-Unis sont en train de devenir un pays communiste, dis-moi, avec tous ces élus d'extrême gauche qui viennent d'être élus, avec le Kingmaker Zoran Mamdani à New York. à New York. Le Wall Street est en train de devenir une capitale marxiste. Mais pour de vrai, qu'est-ce qui se passe? Isabelle et Francis, auriez-vous pensé que Marx triompherait aux États-Unis un jour? Le poing en l'air. Attention avec les La baguettes. fossée et le marteau. Et l'enclume. Non, mais la question, donc, elle est drôlement intéressante parce que c'est un casse-tête pour les démocrates. On parle parfois des républicains puis des divisions, entre autres sur la question iranienne et même sur certains projets de loi, des frictions entre le président et une faction à l'intérieur de son pays. Mais les démocrates sont aux prises avec un problème de succession et de, j'ai envie de dire comme ça, réorientation. Donc, on sentait le besoin, et ce n'est pas pour faire de l'agisme, mais bien pour dire on devait avoir du sang neuf ou une perspective d'une autre génération. Donc, on l'a vu avec l'ancienne speaker de la Chambre, Mme Pelosi. On le voit avec Chuck Schumer actuellement. On veut qu'il y ait une place pour d'autres dirigeants, pour d'autres ténors, une nouvelle génération qui vient se joindre aux dirigeants ou à l'establishment du parti. Et on ajoute à ça, en plus de cette succession, de ce désir de se renouveler, on ajoute à ça effectivement les succès électoraux de l'aile dite plus progressiste du Parti démocrate. Et quand tu parlais d'un kingmaker, de ce faiseur de roi que serait devenu Zoran Mamdani ou Alexandria Ocasio-Cortez, ce bon vieux Bernie Sanders qui est toujours dans le décor et qui tient la forme lui aussi. Donc on dit, est-ce que le Parti démocrate prend note actuellement ou s'il n'est pas plutôt ébranlé de cette vague qu'il semble y avoir, de ce vent favorable pour les élus les plus progressistes. La mairesse de Washington, la nouvelle mairesse, elle est particulièrement progressiste. Zoran Mamdani, mais toujours dans la région de New York, a appuyé 3 candidats dans la plus récente soirée de primaire. Ils ont gagné, donc ils l'ont remporté dans les 3 cas finalement. Mais ça fait plusieurs votes qu'on a au sein du Parti démocrate où on passe les 2 messages. Relève de la garde ou changement de génération. Et en même temps, on veut aller plus à gauche. Et le casse-tête de l'establishment ou des dirigeants, mais le casse-tête aussi de ceux qui regardent les chiffres. Je pense qu'on peut le faire objectivement. Est-ce qu'on peut se permettre d'être aussi à gauche ou progressiste dans un contexte américain quand on a une élection qui se joue au plan national? Et c'est là où les démocrates craignent et où les démocrates effectuent des calculs, le pour et le contre. D'ailleurs, ces calculs-là, ils peuvent être effectués par républicains ou démocrates. Ce qu'on veut gagner, donc si on veut gagner, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les chiffres, tout le monde, sur la carte, sur les États qui sont en jeu. Et c'est très difficile de gagner aux États-Unis dans une campagne nationale en étant, jusqu'à maintenant, à tout le moins, particulièrement à gauche ou même centre-gauche. Mais il n'y a pas beaucoup de relève chez les démocrates. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de relève chez les démocrates présentement. Non, au contraire, il y en a une. C'est juste, quand on parle de relève, il faut s'entendre aussi sur la relève, c'est, disons, les gens qui sont actuellement dans la cinquantaine ou dans la quarantaine. Okay. Et il y en a plusieurs qui rongent leurs freins depuis au moins 2 cycles électoraux. On avait, mine de rien, chez les démocrates, des meneurs, incluant le président Biden, jusqu'à ce qu'il annonce qu'il quitte, qu'il ne se représente pas ou qu'il quitte la course. On avait des meneurs qui avaient souvent 75, 80 et même passé 80. Et là, on se disait, ce n'est pas parce qu'ils sont vieux. C'est là où je disais, ce n'est pas faire de l'agisme, mais ces gens-là étaient au sommet de la hiérarchie dans le parti et au Congrès. Et on a dit, ce serait le fun qu'on entende d'autres voix à l'occasion. Et ça, ça se fait progressivement. Mais il y en a encore de ces meneurs appelons ça comme ça, de la génération précédente. Mais il y a beaucoup de joueurs qui attendent, qui refusaient de défier ouvertement les meneurs, surtout ceux qui sont plus centristes ou centre-droit, ça existe chez les démocrates. Donc, ceux-là attendaient, ils jouaient le jeu du parti et ils n'osaient pas se manifester. Mais on les voit de plus en plus. Pas dire « nous voulons accéder à la présidence », mais on les entend de plus en plus. Les Cory Booker, les Pete Buttigieg, par exemple. Gavin Newsom fait partie de cette nouvelle génération et lui, on l'entend plus. Mais donc, quand je parle de renouveau, c'est pas dans la vingtaine, dans la trentaine. Il y a quelques cas. Newsom a 58 ans, je pense. Là, c'est une forme de jeunesse, on peut se le dire. Luc, la liberté. N'est-ce pas que c'est jeune, 58 ans, non? Tu trouves pas?
Moi, écoute, on est au meilleur de sa vie quand on approche le tournant de la soixantaine. Ce mélange d'énergie et d'expérience. Je peux pas m'empêcher de penser, évidemment, à ce qu'on vit chez nous, mettons, avec Québec solidaire, à la limite. C'est-à-dire que c'est la base du parti qui, évidemment, peut-être a une forme d'extrême. En tout cas, tu es très convaincu d'un petit nombre de choses qui est pas du tout partagé par l'ensemble de la population. Ils choisissent des candidats parce que eux, là, ça leur parle. Et après, ils arrivent à l'élection générale. Puis c'est comme, mais non, mais de quoi tu parles? C'est comme complètement déconnecté de la préoccupation de l'autre 92% des gens. Et donc, ça fait que tu fais des gros scores aux primaires et de très mauvais scores à l'élection générale. Les démocrates, j'ai l'impression, sont un peu en train de tomber dans ce piège-là, non? Ben écoute, j'aime bien ta comparaison. Il y a QS, mais on pourrait aller vers le PQ puis avoir un peu ce genre de comparaison. C'est quand on fait ça à l'interne, avec les partisans, avec les membres, avec des gens convaincus, ben souvent, on est prêt à aller très loin au moment d'un vote quand on reste, entre guillemets, dans la famille. Ensuite, c'est qui, entre guillemets, on va séduire, charmer ou convaincre dans l'ensemble de l'électorat. Et ce qui est remarquable dans le cas de Mamdani, c'est quelqu'un de New York, c'est Manhattan. Tu peux pas être plus démocrate dans ce coin-là. Donc, qu'on ait des primaires où les démocrates sont plus progressistes et qui sont fervents, on les sent passionnés, embarqués, et ça correspond à leur réalité et à leurs souhaits. Pas certain quand on débarque au Michigan, quand on débarque en Georgie où ça risque encore d'être serré, quand on débarque dans ce qu'on appelle les swing states, les États pivots, la Pennsylvanie, c'est pas loin de New York, pourtant. Donc, mais est-ce que ce message-là très progressiste peut passer? Moi, je demande à être convaincu. Quand je regarde les démocrates, j'aurais tendance, mais là, c'est peut-être large, je remarque, il faut s'assumer un jour. Mais donc, le pardon, Isabelle? Phil, et je veux que tu nous parles de Mark Carney parce que la relation avec Donald Trump, ils se sont parlé. Dis-nous tout. Tout. Mais t'as 2 minutes. On veut le verbatim, la version, la version non censurée, la version hard en 2 minutes. En 2 minutes. Donc, écoute, il y a une relation entre les deux qui est particulière. C'est une relation, j'ai envie de te dire, c'est amour-haine. C'est que je suis convaincu que quand les deux hommes se parlent, et on en a eu des exemples, quand ils se parlent hors des caméras, hors des micros, il y a une forme de complicité. Mark Carney était, avant d'arriver sur la scène politique, quelqu'un qui était fort respecté. Et respecté de gens qui, par exemple, contrôlent énormément d'actifs, d'argent, des gens comme Donald Trump. Donc, il a un très, très grand respect pour ce qu'a fait avant Mark Carney. Et Mark Carney a trouvé les mots pour éviter souvent de le provoquer de manière frontale, mais tout en lui disant « on va aller dans une autre direction ». Donc, c'est dans les manifestations publiques où on sent plus l'acrimonie, mais je ferai remarquer, effectivement, ils se sont parlé. Et hier, c'était pas banal, le président lançait les festivités pour le 250e anniversaire des États-Unis. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ce mélange de respect, mais je note à chaque fois que le président américain, quand il parle de Mark Carney, n'est pas aussi cavalier qu'il l'était avec Justin Trudeau, dont il a osé se moquer, alors que Justin Trudeau était assis à ses côtés à Mar-a-Lago. Donc, dans certaines déclarations publiques, il parle du Canada, puis il est encore très dur. Il a encore évoqué le 51e État il y a peu. Mais quand il est en rencontre avec Mark Carney a... On verra si ça fonctionne. C'est un jeu d'équilibriste. Je ne suis pas là pour encenser le premier ministre canadien, mais Mark Carney a le don de dire au reste de la planète « voici ce qu'on prend, on en laisse ». Mais il trouve la formule et les mots pour ménager les susceptibilités de Donald Trump, ce qui fait que jusqu'à maintenant, quand ils sont assis ensemble, on évite, entre guillemets, le clash. On verra si ça paie. Puis le pari, je répète, il est très risqué. Se dissocier des États-Unis tout en restant partenaires. Une sorte de divorce, mais on continue à habiter ensemble. C'est la situation dans laquelle se retrouvent le Canada et les États-Unis présentement. Et pour l'instant, j'ai l'impression que Mark Carney en tire plus que moins. Au moment très où on intéressant. Se parle. En 2 minutes, c'est ce que je vous dirais. Oui, ben c'est très bien résumé, Luc La Liberté. Merci énormément. On en profite très, très rapidement pour vous mentionner que plutôt aujourd'hui, la famille de Leonard Cohen s'est prononcée publiquement en lien là, avec l'intention du président Trump d'utiliser Hallelujah, donc la célèbre chanson dans un rassemblement. Ouais. La famille, là, les héritiers de M. Cohen se sont prononcés fermement contre cette utilisation. C'est parce qu'ils utilisent la chanson sans demander le consentement
présentement. Exactement. Et donc, c'est évidemment, en termes de relations canado-américaines, toujours intéressant de voir comment tout cela évolue, Isabelle. Ben, très, très peu, au fait, acceptent que leur chanson soit utilisée. Là. Il y a eu le YMCA, mais et sinon... on dirait que malgré tout, ils le font. Je ne sais pas Malgré... quels sont les recours légaux qui peuvent être Je ne sais pas c'est quoi le regard des mais... États-Unis, mais ici, on a quand même une sensibilité à ça. Là-bas, je ne sais pas. Ben, je sais pas, honnêtement, si le Parti conservateur, le Parti libéral, QS se mettait à utiliser tel ou tel extrait sans la permission, ouais. Même quelqu'un qui veut prendre un extrait de Cube, on a reçu un courriel puis on nous demande si... ouais, bien sûr. Mais c'est parce que c'est beaucoup plus régi ici, j'ai l'impression aussi. Il y a beaucoup plus d'institutions qui veillent à la propriété intellectuelle. J'ai le sentiment qu'aux États-Unis, c'est un petit peu plus le Far West, mais encore une fois, il faudrait parler à un expert en propriété intellectuelle musicale. Merci, Isa. À tout de suite.